En manchette, aujourd'hui, dévoilement des lauréats du concours littéraire de la MRC. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 14 octobre, Alain Belle-Humeur, au pupitre. Donc, débutons par une nouvelle touchant le monde de la culture, mais notre MRC de Dautré. Le dévoilement des lauréats du concours littéraire. C'est sous le signe de la reconnaissance que la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, a terminé le mois de septembre, alors qu'elle a procédé à la remise des prix de son concours littéraire qu'elle a tenu au cours de l'été. La MRC a convié l'ensemble des participants du concours à une activité spéciale qui a eu lieu à la boîte à start-up située à Berthierville. L'humoriste dautréenne Josiane Aubuchon en assurait l'animation. 5 citoyens ont vu leur travail félicité par les membres d'un comité d'analyse formé d'auteurs de la MRC. Les gagnants des différentes catégories ont reçu une trousse culturelle d'une valeur variant entre 500 et 700 $ composée de biens divers, des entrées gratuites, des billets de spectacle, livres, chèques cadeaux et davantage. Tout cela mettant en valeur l'offre culturelle d'entreprises et d'organismes du territoire de la MRC. Différents genres littéraires ont été expérimentés par les participants, soit la poésie, la nouvelle, le récit et le conte. Voici la liste des gagnants pour chacune des catégories. Au niveau de la poésie, on a souligné le beau travail de Hélène Fafard et de Alexandre Pampalon. Madame Fafard est de Saint-Barthélemy, Monsieur Alexandre de Lanoraie. Au niveau du conte pour enfants, c'est un citoyen de Mandeville, Alain Wilson, qui a retenu l'attention. Du côté récit, le lauréat est Francine Miles de Saint-Norbert. Finalement, un grand prix a été décerné par le jury. C'est quelqu'un de Saint-Barthélemy qui se le mérite. On félicite Émilie Baudouin. Donc, voilà les lauréats du concours littéraire de la MRC de Dautré. Une deuxième édition du concours littéraire sera lancée par la MRC au printemps 2023. La présentation de ce concours littéraire est rendue possible par une entente de développement culturel liant la MRC de Dautré au ministère de la Culture et des Communications du Québec, et ce jusqu'en 2023. On poursuit maintenant avec la suite d'une nouvelle qu'on vous a présentée la première partie hier. On vous présente aujourd'hui la deuxième partie. Le 25 septembre dernier, rappelons-le, a eu lieu la Journée internationale de sensibilisation à l'ataxie. Pour mieux connaître cette maladie qui fait partie du groupe des maladies neurologiques rares mais très invalidantes, CTRB a rencontré Kim Frenette, elle-même atteinte d'ataxie spino-cérébelleuse. Avec générosité, cette dernière nous partage ce qu'est de vivre au quotidien avec l'ataxie. Regardons donc la deuxième partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Mais est-ce qu'il y a des ressources? Vous me parliez que c'est plus à Montréal, qu'il y a des associations d'ataxie. Avez-vous des ressources? Vous me parliez tantôt de psychologues qui vous ont aidé. Je suis suivie aussi par un neurologue qui est situé à Montréal aussi, parce que moi, j'ai habité longtemps à Montréal. Quand j'ai eu le début de mes symptômes, j'étais située à Montréal. Okay. On m'a pris en charge. Puis, je vais aussi au centre Lucie Bruno, qui est aussi à Montréal, parce qu'ils ont la clinique pour les maladies dégénératives. Malgré que je suis dans la naudière, habituellement, je voudrais que je sois reliée à une clinique ici.
Neurologique, on pourrait dire, oui, c'est ça, exactement. Puis là, j'ai été, cet été, j'ai été suivie par non, pas une pédiatre, une physiothérapeute, puis une kinésithérapeute. Oui. Ils m'ont fait, la physio m'a fait un programme plus pour travailler mon équilibre. OK. Puis la kinéo m'a fait un programme plus pour m'entraîner. Oui. Pour vous tenir actif, pour vous aider. Pour vous Oui, aider. parce qu'il dit que c'est important de continuer à bouger, rester actif pour retarder la dégénérescence. On comprend bien. J'en profite aussi pour dire que je fais un gros défi ce Ah! Je m'en vais monter la montagne Saint-Hilaire. OK. C'est 5,5 km aller-retour. Oui. Puis j'en ai profité pour ramasser des fonds pour l'association de Jackie, dont n'importe qui est libre d'aller sur le site de laisser des dons. C'est pour la recherche, pour trouver des cures. Oui. Parlons-en de la recherche. Parlons-en un petit peu de la recherche. Il y a beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites? Est-ce qu'on voit des lueurs d'espoir, de la médication, quelque chose? Là, on commence à avoir des lueurs d'espoir. Il y a plus de recherches qui commencent à se faire parce que beaucoup de recherches sont déjà entreprises aux États-Unis. Puis là, justement, c'est nouveau, là, c'est comme Dr. Guette, qui est un neurologue à Montréal, qui est mon neurologue, le président de l'association, ben, ils font partie de cette recherche-là. Fait que là, ils sont dans le stade de recruter des personnes qui ont la spinocérébreuse comme moi. Oui. Mais ils ont déjà eu des recherches pour les enfants atteints de la taxidermie. OK. Mais ils ont vraiment besoin de beaucoup de donations et de fonds. Donc, la recherche, c'est ça. Donc, c'est pour ça la marche. C'est ça. Donc, c'est pour ça la marche en fin de semaine que vous allez faire. Mais 5 km, c'est un gros défi, là. Oui. La grosse raison, c'est l'association fait une marche chaque année pour ramasser des fonds. Et moi, je ne pouvais pas être là cette année. Donc, j'ai décidé de faire mon propre défi pour ramasser des fonds. Puis, mais l'association fêtait son 50e anniversaire cet été. OK. Ils ont fait une marche. Donc, si on résume, vous voulez vivre encore jusqu'à 100 ans, vous faites tout pour... Parce qu'on n'en meurt pas, là. C'est vraiment... On peut mourir de d'autres choses, mais c'est pas quelque chose qui va entraîner la mort. En principe. Non, ça, il n'y a pas de médicaments présentement. Il n'y a pas rien pour soulager les symptômes. Oui, il y a quoi? Il y a des choses pour soulager, là. Mais il n'y a pas de médicaments miracles là, présentement. Mais c'est un espoir. C'est ça. Vous avez la volonté. Il faut avoir la volonté et l'espoir. Et merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ça. On va être plus attentifs à toutes les gens qu'on peut rencontrer, pas les catégoriser, comme vous dites. Tantôt, tu me parlais de sclérose en plaques. C'est vraiment quelque chose de spécifique et vous avez des besoins particuliers. Puis on va vous souhaiter bon courage, madame. Continuez. Puis j'aimerais, je peux dire, si jamais il y en a qui veulent faire du don, c'est sur lacaf.org. Parfait. LACAF. Pas de problème. Merci. Ça me fait plaisir, madame. Merci beaucoup. Bye. On rappelle que ce samedi 15 octobre se déroule la vente des bancs d'église de Saint-Ignace de Loyola de 9h à midi. Cette vente s'adresse aux citoyens de Saint-Ignace seulement.
Samedi prochain, le 22 octobre, l'autre samedi, cette vente se poursuivra s'il reste des bancs et sera ouverte à tous. Chaque banc se vend 60 $, banc à 4 places ou à 8 places, premier arrivé, premier servi. Les profits découlant de cette vente seront investis dans des activités de loisirs de la municipalité. On rappelle que sur chaque banc, on retrouve les initiales gravées sur le bois de la municipalité. On poursuit maintenant avec le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à sa prochaine randonnée pédestre, celle du 20 octobre prochain. On marchera alors sur les sentiers pédestres de la réserve naturelle Marie-France Pelletier, chemin des Prairies à Joliette. Date limite pour s'inscrire mardi le 18 octobre. L'activité débute à 13h30, départ du CABA, covoiturage possible au coût de 4 $, 14 heures randonnée, retour vers 16h30 au CABA. Inscription, information 450-836-7122. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 14 octobre, nous soulignons l'anniversaire de Daniel Guévremont. C'est la FADOC de l'île du Pas qui nous le mentionne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous a parlé hier de la programmation d'automne au Musée d'art de Joliette. Ça a été dévoilé récemment, cette programmation automnale. Son directeur général, Jean-François Bellil, en conférence de presse tenue au Musée d'art de Joliette il y a quelques jours, nous en parle. Peut-être commencer justement sur la murale, quelques mots. Là. C'est pour ceux qui se souviendront, on avait une murale de Eruoma à Washish depuis 2 ans qui avait été faite à l'automne 2020 dans la foulée du décès de Joyce Echaquan, qui était une murale en l'honneur de Joyce Echaquan. Et les murales, c'est vraiment fun. Mais c'est toujours un peu compliqué dans un musée parce que là, est-ce qu'on laisse ça là tout le temps pendant 20 ans et donc ça vit moins dans le temps? Est-ce qu'on la détruit à tous les ans ou pas? Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec l'œuvre? C'est toujours un peu compliqué. Puis on a décidé, avec le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, de faire un projet cette année. En fait, à partir de maintenant, les murales vont changer tous les 2 ans et c'est tout le temps l'artiste précédent qui choisit l'artiste suivant. Donc, c'est Eruoma Awashish qui a choisi Marie-Claude Niquado pour faire cette murale-là. C'est un projet qu'on va toujours faire avec le Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Donc, ça va toujours... En fait, l'artiste pourrait choisir un artiste non autochtone, alloctone, mais je pense que c'est plus probable. Je pense que ça risque de rester un artiste autochtone. Mais la partie importante, c'est que c'est vraiment un mur du Centre d'amitié autochtone de la Naudière dans le musée, qui est géré par eux, qui est financé par eux. Et c'est important pour moi que l'institution, que le musée, qui est quand même une institution historiquement eurocentrique dans son histoire, ne prenne pas de décision par rapport au contenu de ce mur, que ce soit une initiative 100% autochtone dans le musée. Donc c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec cette super
cette super murale, dont je suis très content et très fier. Comme Julie disait, si vous faites des photos de petits détails ou de teasers, de je sais pas quoi, mais on ne peut pas la montrer dans son ensemble tout de suite. Le jour du vernissage, le 15, il y aura une cérémonie organisée par le Centre d'amitié et par l'artiste pour inaugurer cette murale-là, avec donc l'explication de qu'est-ce que ça représente, comment et pourquoi. Je vais leur laisser ce plaisir-là. Dans les salles d'exposition, comme d'habitude, toute la programmation d'exposition est construite autour d'une grande question de société. Puis souvent, quand on monte nos saisons de programmation, cette grande question de société-là émerge à travers une exposition. Puis après ça, on trouve d'autres expositions, on monte d'expositions qui viennent appuyer, diversifier, enrichir le propos. Dans ce cas-ci, l'exposition centrale qui a lancé tout ça, c'est l'exposition Oubliée, qui est au rez-de-chaussée, une grande exposition sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. C'est Julie Lavallée qui mène ça de front, avec une commissaire invitée qui est Esther Trépanier. Esther Trépanier, c'est une ancienne directrice du Musée national des beaux-arts de Québec. C'était une enseignante à Montréal. C'est une sommité dans le domaine, qui a fait des artistes anglophones à Montréal au 20e siècle sa spécialité. Puis elle nous a amené ce projet-là il y a 3-4 ans maintenant, en disant est-ce que ça vous intéresse. En fait, le projet se concentre sur les artistes abstraits à Montréal dans les années 30 et 40, principalement 40, mais on commence dans les années 30. Il faut savoir que l'art abstrait au Canada, souvent on pense que c'est né avec le refus global, avec les Riopelle de ce monde, puis qu'avant eux, il n'y avait pas d'art abstrait. Ce n'est pas vrai du tout, c'est complètement faux. Il y avait des artistes d'art abstrait qui étaient complètement différents, qui venaient d'une autre tradition, qui venaient plus d'une tradition de l'Europe de l'Est, donc avec toute une machine, une réflexion, des concepts derrière qui étaient très différents de ce que les Riopelle de ce monde ont créé. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça les oubliés, parce que ce sont des artistes qui ont été un peu oubliés par l'histoire de l'art et par l'histoire de façon générale. Ça a été un travail immense. C'est très rare au musée qu'on fait des expositions de cette ampleur-là. Ça, c'est pour vous donner une idée, là, ça c'est le catalogue qu'on a publié, donc un en français, un en anglais. Ce sont des catalogues majeurs, c'est pas des petites plaquettes de 50 pages comme on fait d'habitude. Donc c'est une exposition qui a été rendue possible dans le temps et dans sa publication, dans toutes les recherches qui ont eu lieu, grâce à une subvention très importante de Patrimoine Canada et le soutien de la Ville de Joliette. Donc la Ville de Joliette est commanditaire principal de cette exposition-là cette année. On est super fiers qu'ils s'associent à notre contenu, qu'ils soient les présentateurs d'une exposition majeure comme ça. C'est vraiment fun. Puis Julie pourra, en faisant la visite, vous parler un peu plus du contenu de l'exposition, mais c'est quelque chose qui va, je pense, faire tourner des têtes un peu partout au Québec. C'est la première fois qu'un musée s'attaque à ce sujet-là. Nous, l'indicateur qu'on a déjà à l'interne, c'est que notre navette du vernissage qu'on fait à chaque vernissage, elle est pleine. Il a fallu qu'on augmente l'autobus. Puis d'habitude, ça se vend dans les derniers jours. Donc là, 2 semaines avant que la navette soit déjà pleine, c'est un signe que ça pogne. On a touché à quelque chose qui fait réagir les gens de l'extérieur de la région. C'est une belle petite fierté pour nous. Fait qu'autour de cette exposition-là, le thème qui s'est dégagé, c'est dans la marge des grands discours, ou en marge des grands discours, je ne sais plus. En marge des grands discours. Et donc, on est allé chercher d'autres artistes super intéressants qui travaillent dans cette politique-là. Déjà, une des premières choses qui paraissait très évident à nos yeux, c'était de faire de la place aux impatients, qui existent dans le musée depuis des années et des années et des années, mais qui sont toujours un peu en marge de l'institution, de la société et compagnie. Donc, on les a invités à venir faire une exposition, donc une trentaine d'artistes des impatients qui ont produit des œuvres depuis 1 an, qui sont même plus qu'1 an, je pense. Ça fait comme 2 ans qu'on en parle. Donc, c'est exposé dans les espaces publics du musée. On est super fiers. Ils sont en train de réaliser eux-mêmes une murale que vous allez voir en état de construction. Donc, il y a eu dans les espaces publics. Au deuxième étage, dans la salle projet, il y a l'exposition de Rita Letendre dont Julie parlait. Rita Letendre, c'est une artiste super importante du refus global de cette période-là, de la mouvance de Riopelle et compagnie, abstraite,
qui a toujours, je ne sais pas comment le traiter dans un journal, là, mais c'est un artiste on n'est pas supposé en parler trop parce qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. Mais moi, je le dis quand même parce que je pense que c'est important. Puis, c'est un artiste qui était autochtone elle aussi, mais qui toute sa vie a refusé de se faire cataloguer comme étant autochtone. Donc, elle ne voulait jamais qu'on mentionne qu'elle est autochtone. Puis, ça parle déjà de comment exister dans une marge, comment ne pas vouloir être dans la marge parce que ça allait avoir un impact sur la façon dont elle serait perçue de ses contemporains et des autres artistes et des médias. Il y a quelque chose d'intéressant là. On a une collection, c'est des œuvres qui viennent à 100% de notre collection, on a une collection super importante de cet artiste très importante. Donc c'était le fun de pouvoir sortir ces chefs-d'œuvre-là puis les exposer de façon chronologique. Donc on passe un peu toute la carrière de l'artiste en quelques œuvres. Et puis, avant la dernière exposition, au rez-de-chaussée, dans la deuxième salle, Faye Heavy Shield, c'est une artiste Blackfoot, donc peuple autochtone de l'Alberta, du sud de l'Alberta, dans le coin de Lethbridge. Une artiste super importante dans le reste du Canada. À chaque fois que je l'ai vue en Alberta il y a quelques semaines, là, puis c'est une espèce de superstar canadienne, mais qui n'a jamais été exposée au Québec. Première exposition en musée de cet artiste. C'est le fun. C'est une exposition qui a été montée par le musée, la Southern Alberta Art Gallery à Lethbridge, que nous on a loué pour présenter ici. Faye s'en vient mardi ou mercredi la semaine prochaine. On est très très content de l'accueillir. Un travail très conceptuel, très minimaliste, qui parle de la notion de clan et ce que c'est un clan, comment ça vit, comment ça existe, mais pas. Je vais vous laisser découvrir les œuvres, vous allez voir. C'est juste parce qu'on a des images, ou quelque chose. Dans le dossier de presse, il y en a. C'est vraiment un très 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 beau travail, très très poétique, très élégant, très simple, que j'apprécie. Et dernier projet artistique, physique, visuel au musée, l'accrochage au 3e étage. C'est Femmes modernes, l'accrochage réalisé par l'équipe de Julie, par Nathalie, je pense, de mémoire, où elle a sorti des artistes femmes modernes québécoises. Donc, la modernité, on parle des années 40, 50, 60, qui ne sont pas uniquement l'abstraction, des portraits, différentes choses. C'est un peu l'occasion aussi de redécouvrir l'art du Québec des années 30, 40, 50, puis quelque chose d'un peu plus classique? C'est une saison plus classique que ce qu'on a vu dans les derniers temps. Là. On n'est pas dans des speakers de 12 pieds, on n'est pas dans des laveuses et des sécheuses, on n'est pas dans des... on retourne à la peinture, à la matérialité, à l'objet. Je pense que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est vrai que ça permet, en commençant dans les années 30 avec Les Oubliés et en amenant ça jusqu'à des œuvres récentes de Rita Letendre et des œuvres contemporaines de Faye, on a comme un 70-80 ans d'histoire d'artistes qui ont traité de la marge ou existé eux-mêmes dans la marge, ou se sont battus contre la marge. Ça fait quelque chose de fun. C'est un beau tour d'horizon québécois avec une petite versée canadienne avec lui. Merci. T'as-tu là? As-tu oublié quelque chose? Julie? Non, Julie? super. Ouais. On pourrait ajouter plein de choses, mais c'est un beau résumé. Ouais, c'est vraiment cool. Les îles Réunies, oui, on a changé beaucoup d'œuvres dans les îles Réunies, désolé. Puis, fait que Julie a sorti, il y a tout un pan de mur de l'exposition permanente. Puis ça vaut la peine probablement de le mentionner, parce qu'il y a les visiteurs réguliers, là, ceux qui viennent nous voir à tous les mois, ils demandent souvent quand est-ce que vous allez changer l'exposition permanente, quand est-ce que vous allez changer l'exposition permanente. Et donc là, on a changé quasiment 7 œuvres. 7 œuvres, mais c'est quasiment un cinquième. Mais plus, en tout cas, oui. Même plus. Oui, plus avec ça. Les 6 œuvres nouvelles qui vont rester là pendant 1 an, 2 ans, puis 2 œuvres temporaires de Rita Letendre qui remplacent. En tout cas, vous verrez ça. On va vous montrer ça. Vous allez voir, vous allez tout comprendre le contexte. Mais il y a de la nouveauté dans l'exposition permanente. Puis dans cette nouveauté-là, Julie a travaillé très fort pour sortir. En fait, ce ne sont que des artistes femmes. Puis ça, c'est une question dans notre collection aussi qui est super importante, quelle est la représentation des artistes femmes, puis quelle place on leur fait, non seulement dans les réserves, mais aussi sur les murs d'exposition de la collection permanente. C'est un geste fort quand même, là, de dire on évoque avec des femmes dans toutes les transformations de la collection.
protection permanente pour cette saison aussi. Super. Merci. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 2 octobre, à 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Cynthia Pronovo, Jessica Pronovo, Sébastien Sylvestre, ses petits-enfants, Lana Ricard, Summer Pronovo Dallaire et Simon Sylvestre, son père, Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère, Claudette Desaillé, feu Serge Belrose, sa belle-mère, Janine Richer, feu Cyril Toupin et son conjoint, Jules Morin, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Forcier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin, Pierrette Toupin, André Gélina Adrienne Toupin, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 30 octobre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Pronovo seront déposées au columbarium de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un risque d'averse, une température de 14, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, c'est dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 8. Vendredi nuit, c'est passage nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 2. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 3. Samedi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Samedi soir, c'est des risques d'averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 2. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 3. Dimanche après-midi, c'est un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 12. Dimanche soir, c'est ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 7. Dimanche nuit, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 6, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté ce bulletin d'information en date du 14 octobre à la Belle Humeur au Pépite qui vous souhaite un bon week-end et à lundi.